Est-ce que vous vous souvenez de ces gens ? Hein? Comment ça non? Bon allez, je vous aide. Nous sommes en 2020, un virus nous est venu de Chine, les urgences sont débordées et la dernière mode consiste, pour soutenir les soignants, de se poster à sa fenêtre tous les jours à 20 h pour y applaudir des gens dont on se fiche habituellement, qui bossent dur, dans des conditions peu reluisantes, pour un salaire de misère et qui n'ont, de toute façon, pas le temps d'écouter une bande de télétravailleurs en claquettes plus t-shirt infâme leur rendre un hommage éco plus à coup de vuvuzela sur le balcon de leur T2 French Dreamé. S'agirait de grandir. Et pourquoi je vous reparle de ça? Oh bah, vous allez voir, hein. Avançons un peu le chrono. Nous sommes maintenant en 2025 et l'ignoble bubon qui nous sert de ministre de la dette vient éructer en place publique que nous sommes en état d'alerte budgétaire. Donc on est bien en état d'urgence budgétaire. On est bien en état d'urgence budgétaire. Quémandant le patriotisme des Français pour éponger son ardoise, tandis que Monsieur s'en retournera pantouflé dans un quelconque mais lucratif sous-secrétariat au détournement d'argent public, histoire d'y préparer sereinement la prochaine dette que la République vous extorquera. T'as plus d'argent, hein. Ah, je t'ai dépouillé là. Alors me direz-vous, quel rapport entre ces deux histoires? Eh bah, dans les deux cas, on fait appel au sentiment d'appartenance à un groupe commun, à la solidarité entre citoyens, à l'avenir de la nation, au patriotisme, bref, à toutes sortes de fadaises perverties par le copinage et le népotisme de notre république bananière finissante, histoire de faire trimer et trinquer les plus modestes et bosseurs de nos contemporains, tandis que les politiciens, les industriels et les vrais responsables du chaos ambiant, eux, ils planent 20 000 pieds au-dessus de votre misère en épuisant leurs inutiles existences à force de galas, de cocktails, de pots de vin et d'autres trucs encore plus innommables que l'embonpoint du gros Bérou. Avec sa sueur et sa graisse. Et ça, cette société à deux vitesses, c'est un phénomène que l'on retrouve depuis longtemps en France et qui a inspiré pas mal d'écrivains au fil des siècles, comme Zola, Hugo ou encore Céline. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais vous en parler à travers l'œuvre d'un auteur contemporain, un gars archi connu et primé qui a vu son travail adapté au cinéma en 2017, j'ai nommé Pierre Lemaitre, avec son roman Au revoir là-haut. Au programme du jour, des gens qui s'enrichissent sur les poilus morts à la guerre, des gueules cassées qui montent des arnaques de zinzolin, des politiciens tellement stupides qu'on les croirait ministres de Macron, et le destin incroyable d'un petit comptable confronté au petit Paris. Ça vous botte? Ça vous émoustille? Mais alors parfait, on en parle ensemble après le générique. Mais d'abord, place à notre sponsor du jour, les éditions Phoenix. Avant de plonger dans le grand bain fangeux décrit par Lemaitre, je vous propose de prendre une grande bouffée d'air sain en revenant à une époque où les magouilles politiques ne consistaient pas à me faire les poches pour financer les frais de bouche d'Anne Hidalgo, mais bien à distribuer des coups d'épée dans le sens de la hauteur à tous les aptères qui s'avisaient de vous contredire. J'ai nommé le lourd Moyen-Âge des lourds capétiens. Et ça tombe bien, les éditions Phoenix viennent de sortir une jolie nouveauté pour l'occasion, une réédition des premiers capétiens d'Achille Lucher, dans une édition grand format full prestige supplément dorure qui doit à elle seule contenir plus de bling que le PIB du Malawi. Quelle humiliation! C'est donc l'occasion parfaite de vous plonger ou replonger dans une période charnière de l'histoire française, au moment où s'effrite pour de bon l'empire de Charlemagne et où les bases de la France moderne sont posées. Et en plus, les éditions Phoenix font ça bien. À partir du 22 juin et pour une durée de 15 jours, les premiers capétiens est en vente à seulement 38,50 €, l'occasion d'acquérir ce banger à un prix vraiment attractif. Alors qu'est-ce que vous attendez? Le lien vers les éditions Phoenix est en description et sachez que vos achats permettront aussi de financer la préservation du patrimoine français, ce même patrimoine que d'autres, dans le roman de Pierre Lemaitre, s'efforcent de brader ou de malmener. Alors n'hésitez plus, foncez. Merci aux éditions Phoenix pour leur soutien et c'est parti pour une plongée dans les magouilles de l'après-guerre, générique. Bon, les gars, tâchons de ne pas nous perdre et reprenons les choses dans l'ordre. Aujourd'hui, on a beaucoup à dire. Au revoir là-haut est un film français réalisé par Albert Dupontel, qui y tient aussi le rôle principal, et sorti en 2017. Il est inspiré d'un roman qui porte exactement le même nom et qui avait paru 4 ans plus tôt, en 2013 donc, bravo Titouan, tu es bon en maths, écrit par Pierre Lemaitre, un auteur qui était jusqu'ici reconnu pour ses polars. Tout de suite, le roman avait connu un grand succès commercial et critique, jusqu'à recevoir le prix Goncourt en 2014. Et vous savez, comme je le dis toujours, la qualité dans un Goncourt, c'est comme l'amour dans un mariage arrangé, c'est pas le but premier, mais ça veut pas dire qu'il ne peut pas y en avoir. Habile. Alors, est-ce que c'est un bon millésime du Goncourt, ou est-ce qu'on a affaire à un énième copinage dans les milieux incestueux du petit Paris? Eh bah, voyons ça tout de suite. Squadra, nous sommes partis! Au revoir là-haut nous raconte l'histoire de deux poilus entre la fin de la Première Guerre mondiale et les années 1920, Albert Maillard et Édouard Péricourt. Maillard, c'est un petit prolo de base, la quarantaine, ancien comptable et gagne petit, qui passe gentiment son temps à se laisser piétiner par les circonstances. C'est tout le contraire de son comparse, Édouard, un jeune homme, fils de très bonne famille, artiste, blagueur, irrévérencieux et en opposition à toute forme de hiérarchie. À la fin novembre 1918, à quelques jours de la fin de la guerre, leur lieutenant, qui s'appelle Pradel, les force à lancer
lancer un assaut particulièrement inutile sur les positions allemandes, assaut qui se soldera par un Maillard à demi enterré avec un cadavre de cheval pour compagnon, et par un Édouard qui le sauvera in extremis, avant de se faire dégommer la truffe et d'y laisser le bas de sa mâchoire. Oui, à quelques jours de la fin du conflit, Édouard passe de 7 à 1 sur 10, il devient une gueule cassée, sa cote Tinder s'effondre et il supplie Maillard, qui vient le visiter à l'hosto, de le faire passer pour mort. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que sa famille, et en particulier son père, un très riche financier avec qui il est en guerre depuis son enfance, le voit dans cet état. Ça ressemble à rien, quoi. Alors Maillard, qui comme je vous l'ai dit est un gentil PNJ qui fait bêtement tout ce qu'on lui demande, il obéit à son frérot d'armes et ni une ni deux, voilà Édouard Péricourt officiellement mort, tandis que nos deux amis sont rendus à la vie civile. Maillard sans un sou et en ayant perdu sa fiancée qui l'a cuck pendant qu'il était au front. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Et Édouard sans mâchoire, sans famille, sans morale, sans sa véritable identité et en étant accro à la morphine. Et bah dis donc, ça commence bien. À Paris, les deux amigos vont survivre tant bien que mal, détroussant d'autres vétérans pour leur piquer leur morphine et multipliant les petits boulots pour survivre dans un contexte d'après-guerre délicat. Seulement, pendant que nos deux amigos galèrent comme pas permis dans un monde qui n'a définitivement aucun sens, leur ancien lieutenant là, Pradel, lui il a pas perdu son temps. Rendu à la vie civile, il a monté une affaire de cimetière et d'enfouissement de morts, ce qui... comment ça, vous voyez pas de quoi il s'agit? Ah oui, je comprends. Je vous explique. En fait, avec la fin de la guerre et les cimetières militaires un peu partout, toutes les familles demandent une à une le transfert de leurs morts depuis ces sanctuaires de fortune jusqu'aux caveaux familiaux. Et ça, ça représente de l'argent. Beaucoup d'argent. L'argent, Hubert. Beaucoup d'argent. Et Pradel, il a mis la main sur ce juteux filon. Et comme si ça ne suffisait pas, le gars se gratte encore des marges de turbo profiteur plus en enterrant n'importe qui, n'importe où. Oui, vous avez bien compris. Concrètement, une famille peut payer le rapatriement d'un proche mort au combat et se retrouver avec un illustre inconnu, voire même un soldat allemand ou un tirailleur sénégalais dans le caveau familial. Vous trouvez que Pradel est une belle ordure? Mais c'est tout le principe du personnage, voyons. En plus, Pradel s'est arrangé pour épouser la sœur d'Édouard, Madeleine Péricourt, histoire de faire main basse sur sa dot et son héritage, ce qui l'amène à souhaiter plus ou moins ouvertement la mort de son beau-père, le vieux financier Péricourt. Et ce qui est très fort avec Au revoir là-haut, que ce soit dans la version filmique ou dans la version livresque, c'est que tout cela est traité avec un remarquable cynisme et une gouaille permanente, de sorte que Pradel est une odieuse tête à claque, Maillard un bonnet level Bourvil et Édouard une ombre inquiétante, mais que tout cela ne gâche pas le plaisir de la découverte. On a très envie, tout le temps, de savoir ce qui va se passer et quelle nouvelle magouille va survenir dans cette intrigue qui, décidément, n'en manque pas. Et justement, maintenant que l'on a bien vu que la France d'après-guerre se divise en deux mondes bien distincts et relativement clos, avec d'une part les gigas riches à l'abri de tout, y compris de la décence la plus élémentaire, et de l'autre les turbos prolixes tout juste bons à crever dans les tranchées et à fermer leur museau s'ils ont la chance de rentrer au bercail polytraumatisés, on va pouvoir introduire le nœud central de l'intrigue, l'arnaque au monument aux morts. En fait, avec la fin des hostilités et le retour de la paix, toutes les communes de France commencent à se poser la question du deuil et de la mémoire. Or, pour honorer les soldats tombés au front, quoi de mieux qu'un monument sur la place du village? Ça, aujourd'hui, ça nous semble banal, absolument convenu même, mais au début des années 20, tout est encore à inventer. Il faut trouver les modèles, fixer les budgets, recruter les artistes, fixer des calendriers, inaugurer, il y a de la demande, pas tant d'offres que ça, et beaucoup de maires brûlent d'organiser l'inauguration pour le 14 juillet à venir, histoire de marquer le coup. Et c'est là qu'Édouard Péricourt va pouvoir donner sa pleine mesure. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Doudou est un artiste assez brillant et proche des avant-gardes de son temps. Maintenant qu'il est à peu près remis de ses blessures, enfin bon, le mec est quand même salement dépressif, il se nourrit avec une grosse seringue et il fume ses cigarettes par les narines, donc on n'est pas non plus sur la grande forme là, Et il va pouvoir préparer son nouveau coup, un catalogue des monuments aux morts. Oui, un catalogue, comme Ikea ou La Redoute, sauf qu'au lieu de te palucher dessus, si tu es maire de ta commune, tu peux y commander un joli monument tout beau tout propre pour assurer ta réélection aux prochaines Olympiades franc-maçonnes qu'on appelle élections. République, c'est moi! Et le plan des deux amis, il est assez simple. Vendre des monuments aux morts, empocher l'argent et ne jamais servir les commandes. Alors, Édouard, il dessine le catalogue. Albert, il s'occupe de financer tout ça en prenant un boulot de comptable dans la banque du père Péricourt, qui l'arnaque copieusement au passage. Et rapidement, nos deux amis se retrouvent riches à millions. Ils empochent tous les chèques des mairies, promettent des monuments aux morts qu'ils ne livreront jamais et projettent de fuir. Mais où? Albert a très envie de partir en Afrique avec sa nouvelle fiancée, mais Édouard, lui, il sent que sa place est à Paris. D'ailleurs, il vient de lancer une arnaque de plus. Il participe au projet financé par son propre père pour élever un monument aux morts à Paris, dans son arrondissement d'origine. Et là, tout s'accélère. Et ça va péter, prout!
l'arnaque des monuments aux morts commence à être dévoilée, Pradel se fait dénoncer pour ses histoires de Maccabées mal rapatriés, Édouard se réfugie dans un hôtel de luxe où, caché derrière des masques de plus en plus somptueux, il mène grand train, le vieux Péricourt enquête sur le vrai destin de son fils, et Bébert Maillard espère seulement se tirer à temps avec l'argent et sa nouvelle Zoulette. Alors comment tout cela finira-t-il? Y a-t-il une justice dans ce bas monde? Comment réagit la France quand c'est vous qui lui sucrez du blé et pas l'inverse pour une fois? Eh ben, vous le saurez en lisant Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. Et oui, j'ai dit en lisant, car je vous recommande le livre plutôt que le film, ce qui n'est pas franchement évident venant de moi pour un roman aussi récent, alors profitez-en et foncez. Au revoir là-haut, c'est un bon petit pavé César des familles, mais il faut bien cela pour poser vraiment l'intrigue, expliciter tous les liens entre les personnages et ne pas perdre le lecteur dans le labyrinthe touffu des intrigues qui se chevauchent. Littérairement, Au revoir là-haut pourrait presque être un roman du 19e siècle. Il y a du Dumas dans ses intrigues de revanche sociale qui rappellent Monte Cristo, du Zola dans cette intrigue des rapports entre riches et pauvres qui rappelle La Curée, du Hugo dans cette galerie de personnages gouailleurs qui rappelle Les Misérables, et même du Balzac derrière cette idée, très française et ici omniprésente, que derrière chaque grande fortune se cache un grand crime. Alors bien sûr, l'intrigue se passe au XXe siècle et le sujet des profiteurs de guerre résonne tragiquement avec les péripéties ukrainiennes modernes et des images de la jeunesse dorée en boîte de nuit, tandis que les simples prolos meurent au front. Un peu de retenue, un peu de pudeur, un peu d'heshma, un peu de honte. Et précisément, c'est cela qui fait de ce roman un grand roman intéressant. Son propos dit quelque chose de nos rapports sociaux, de nos réalités et des enjeux inhérents à nos sociétés, quelque chose qui reste valable à travers les décennies et qui représente un vrai sujet de société, hélas, toujours d'actualité. Alors, lisez ce livre. Si ça vous intéresse, je vous mets un petit lien pour l'acquérir en description de cette vidéo. Passer par ce lien ne vous coûtera pas un centime de plus, mais un petit pourcentage de votre achat me sera reversé. Si vous aimez mes vidéos, il me semble que c'est un bon moyen de soutenir mon travail. Un peu comme vous abonner d'ailleurs, alors n'hésitez pas non plus. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin et acquérir encore plus de bonne littérature, sachez que vous trouverez également, toujours en description de cet épisode, un lien vers La Giberne, ma propre maison d'édition. Si vous aimez les intrigues qui tournent autour des marchés sordides et du commerce de cadavres, je vous propose d'enchaîner avec Les Noces de Terre, un incroyable roman qui vous plonge au cœur de la tradition chinoise des mariages post-mortem, le tout dans un texte qui a connu un destin absolument incroyable. Je vous en avais parlé dans une vidéo que je vous remets dans un coin de l'écran. La Giberne livre partout dans le monde, les livraisons en France sont gratuites dans certains cas, on a aussi des versions numériques pas chères, on est dispo sur le Pass Culture, les autres titres du catalogue vont également vous régaler, alors bref, n'hésitez plus, passez prendre votre exemplaire, et nous, on va jacter un brin du film de Dupontel. Alors premier constat, le film est vraiment fidèle au matériau originel du roman. Ok, certains points de l'intrigue ont été simplifiés, comme les motivations qui poussent Pradel à lancer l'assaut sur les Schleux au début, et certains points cruciaux ont été un petit peu altérés, comme la rencontre entre le vieux Péricourt et son fils masqué, qui tourne beaucoup plus court dans le roman que dans le film, mais c'est souvent pour préserver l'essentiel, le plaisir du visionnage. Car Au revoir là-haut est un film prenant, d'où se dégage un parfum assez indescriptible, à mi-chemin entre la comédie et la tragédie, et entre le cynisme et l'engagement politique. C'est un véritable travail de funambule, en perpétuel équilibre, qui aboutit à un résultat assez étonnant. Malgré la richesse de l'intrigue et la complexité des sujets évoqués, on se surprend à rire et à sourire, en se disant qu'au fond, toutes ces magouilles sont inévitables car consubstantielles à notre chère France. Et pas n'importe laquelle, la France du général de Gaulle. Sur le plan technique, le film regorge de plusieurs centaines d'effets visuels qui ajoutent à l'ambiance presque enfantine de certains passages. On a l'impression de se trouver plongé dans un film d'animation ou dans un récit pour enfants, et ce, malgré la lourdeur des thématiques soulevées. Et idem avec la grande question graphique du film. Comment montrer la laideur d'une gueule cassée avec le personnage d'Édouard? Et bah, la réponse est simple. Pour ne pas traumatiser les teen enfants qui regardent le film avec leurs parents, on ne voit tout simplement jamais la trogne amochée d'Édouard, et on l'abrite derrière de grands masques qui évoquent souvent des animaux, des marionnettes de théâtre, des figures de carnaval, bref, des choses qui parlent aux enfants. Et ça, quand on y réfléchit, c'est vraiment fort, parce que la figure de la gueule cassée, avec Édouard, elle prend une double valeur. D'une part, on a ce traitement graphique qui euphémise la cruauté du sujet traité, ce qui rend le film agréable à regarder malgré son propos très noir, et puis d'autre part, d'un point de vue plus allégorique, le masque d'Édouard sur son visage disgracieux devient aussi un prolongement de la bourgeoisie d'affaires dont est issue sa famille. Un monde où tout semble lisse et beau, mais où tout repose sur une série de masques et de faux semblants qui cachent la laideur et l'horreur de ces fortunes, elles-mêmes bâties sur l'exploitation et la mort de miséreux dont les grands financiers n'ont cure. Et en définitive, si Édouard est le plus défiguré, c'est bien Pradel qui est le plus laid, savoureux paradoxe que je vous laisse admirer avant la conclusion. Ça fait réfléchir.
Tenez, je vous raconte une petite anecdote personnelle pour finir. Il y a des années, j'avais dû échanger avec Pierre Lemaître dans un cadre professionnel et il s'était montré absolument odieux avec moi. J'essaie de m'expliquer avec lui, de dire de se calmer, et il m'insulte. Oh, à la fin, je vais quand même pas baisser ma culotte pour aller chez lui et me faire enfiler, quoi. Et vous savez quoi? À cause de ça, pendant longtemps, je n'ai pas voulu lire le livre ni voir le film. Et bah, j'avais tort. Alors, ne faites pas la même erreur que moi, prenez le bouquin, il est bien plus complet et détaillé que le film qui reste très bon, lisez-le et songez aux magouilles des puissants la prochaine fois qu'un ministre foireux vous demandera d'éponger les dettes de son administration. Encore merci aux éditions Phoenix pour la sponsor, passez visiter la Giberne en description, à la revoyure pour de nouvelles vidéos, abonnez-vous et chargez les gars!